Depuis le début du mois de janvier, les dockers ont été en grève un jour sur deux. Leur syndicat réclame un départ à la retraite à 58 ans au lieu de 62. Les quais sont vides et les bateaux bloqués au Havre, Marseille, Brest et Dunkerque. Nous sommes au Havre, le premier port de commerce en France, sur la Manche, une des mers les plus fréquentées au monde, par les cargos, mais aussi par les chalutiers. Les marins-pêcheurs luttent chaque jour pour leur survie. Ils contournent parfois les quotas de pêche européens. Mais ce ne sont pas les seuls trafics illicites en mer, il y a aussi celui des produits toxiques. Les ports français, l'envers du décor, c'est un document signé Adrien Pinon pour Ligne de Mire et Enquête exclusive. Jour important pour le plus grand port de commerce de France. Ce matin, sur les quais du Havre, a lieu l'inauguration du Christophe Colomb, le fleuron de la flotte commerciale française. Bruno Lery, le prêtre des marins, est venu pour baptiser le navire. Il officie sur le port depuis 10 ans. Des bateaux comme celui-là, il n'en a pas vu beaucoup. Vous le trouvez impressionnant là, quand vous le voyez là? Oui, bah là il est à vide, les conteneurs sont au-dessus, on a toute la hauteur du bateau en plus, la marée est relativement haute, ça donne une impression de monument quand même. Oui, hein, le Christophe Colomb, c'est le plus grand navire français, le 3e plus gros bateau du monde. Un géant des mers de 365 mètres de long, capable de transporter plus de 13 000 conteneurs. Pour manœuvrer ce monstre, à peine 25 hommes d'équipage. D'un côté, en grande tenue, les officiers français. En face, en bleu de travail, le gros des troupes, des Philippins. C'est la nationalité la plus nombreuse chez les marins. Au Havre, Bruno est leur aumônier. Comme pour tous les baptêmes, la personne la plus importante, c'est la marraine. Pour le Christophe Colomb, Christine Lagarde, la ministre de l'économie, a fait le déplacement. Car ce bateau est un atout indispensable pour le port. un pavillon français. Un pavillon français, absolument. Sans ce navire, le Havre ne pourrait pas tenir son rang face aux autres ports du nord de l'Europe. Pour le baptême, la tradition maritime est respectée. Bruno Lery, le prêtre, bénit le bateau. Je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, toi, tes équipages et tous ceux qui navigueront à ton bord. Puis le porte-conteneur est baptisé au champagne par sa marraine. Dans 2 jours, le Christophe Colomb partira pour son premier voyage, cap sur la Chine. Il reviendra débarquer sa cargaison tous les 70 jours. Pour le port du Havre, c'est une aubaine, l'assurance de maintenir son activité malgré la crise. 250 km plus loin, au nord de la France, des hommes luttent pour ne pas disparaître. Ici, c'est le pays des mines et du charbon, et aussi des marins-pêcheurs. Nous sommes à Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche français. Patrice Wacogne, on est bon là ? Prépare son bateau pour une saison de pêche qui s'annonce périlleuse. À 39 ans, il est le patron de l'Arc-en-Ciel, le bateau de pêche familial. Depuis 6 générations, les Wacogne vivent de la mer. On travaille en famille, ouais. Alors à bord, c'est tout de la famille. Hein. On s'associe avec le frangin. Ouais. On travaille à 3. Son frère, c'est Pascal, 38 ans, dont 20 de pêche. À terre, Gérard, le père. C'est lui qui a acheté le bateau il y a 10 ans. Au total, plus de 2 millions d'euros d'investissement qu'il faut rembourser tous les mois. On leur a construit un bateau tout neuf, impeccable, et puis aujourd'hui on se demande si on les a pas mis dans la merde, quoi. Alors que ça devrait être l'inverse, quoi. Pourquoi dans la merde ? Bah dans la merde, s'ils n'ont plus le droit de pêcher, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il faut quand même payer le bateau, hein. Le bateau il n'est pas fini de payer, hein. Faut y aller! Alors la pêche doit être bonne. Le problème des Wacogne, ce sont les quotas, des limitations de pêche imposées par l'Europe. Un manque à gagner important pour les pêcheurs. Il y a beaucoup de patrons qui... Il y a déjà pas mal de bateaux qui sont arrêtés, il y en a pas mal qui pensent à arrêter, hein, sérieusement. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est en train de vous tuer? Nous tuer, non, on sera toujours vivants. Tuer le métier, oui. Et on est les mineurs de la mer, quoi. Demain, les frères Wacogne prennent la mer pour une nouvelle semaine de pêche. Ils devront se battre pour que ce ne soit pas la dernière. Les ports français sont en lutte pour survivre. De l'issue de ce combat dépend le destin de régions entières. De la pointe de la Bretagne au nord du Pas-de-Calais, la Manche, la 2e mer la plus fréquentée du monde. Plus de 90 000 navires y croisent chaque année,
des bateaux de pêche et des cargos gigantesques. Au Havre, premier port de commerce de France pour les marchandises, près de 7000 navires font escale tous les ans. Pour les faire avancer, des matelots du monde entier et surtout des Philippins, les prolos des mers. Ils restent 9 mois à bord et travaillent 7 jours sur 7 sans jamais descendre à terre. C'est la vie des marins. On est comme des prisonniers. Au nord, à Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche français, les forçats de la mer luttent pour leur survie. 150 bateaux et 1 millier de pêcheurs se débattent entre les quotas et les interdictions de pêche, quitte parfois à se mettre hors la loi. Ouais, ça a déjà débarqué, ils sont en train de causer du prix. Au large, une guerre de territoire se joue entre bateaux de pêche français et étrangers. Comment les pêcheurs boulonnais font-ils face à cette concurrence? On était bien tranquille sur le coin, puis voilà qu'il arrive. 2,5 millions de conteneurs transitent chaque année par le port du Havre. De quelle manière sont-ils contrôlés? Comment les gendarmes assurent-ils la sécurité des navires et des installations portuaires que contiennent ces cargaisons? Dans le meilleur des cas, on peut trouver soit des explosifs, des armes. Pourquoi pas des stupéfiants aussi? Nouvelle tendance depuis quelques années, la fraude à l'exportation. Déchets, produits toxiques, les douaniers peuvent-ils réellement contrôler ce qui sort du port? Ah, ils sont pleins. Il y a du liquide là-dedans. Ouais. Les quais sont la chasse gardée des 2200 dockers, les ouvriers chargés de la manutention des conteneurs. ARCL, on va soutenir les camarades. Blocage, grève à répétition, comment ont-ils pris le pouvoir sur le port? Bah écoutez, quand vous avez la bombe atomique, est-ce que le syndicat il a la bombe atomique? Conflit entre pêcheurs, petite main de la mondialisation, trafic de marchandises illégales, plongée dans les eaux troubles des ports français. Boulogne-sur-Mer, 2 h du matin. À bord de l'Arc-en-Ciel, les frères Wacogne larguent les amarres pour une semaine de mer. Une semaine qui commence mal. Ils ne pourront pas capturer ce qu'ils veulent. Nous ne sommes qu'au mois de septembre, mais les quotas, ces limites imposées tous les ans par l'Union européenne, sont déjà presque dépassées. Puis des mauvaises nouvelles, tous les quotas sont quasiment atteints. 3/4 des quotas sont rendus à 70-80%. Il reste encore 5 mois à faire. Le rôle des quotas, protéger les espèces de poissons les plus menacées. Quand la limite approche, la pêche est interdite. Pour s'en sortir, les frères Wacogne vont rechercher des espèces libres, sur lesquelles il n'y a pas de restriction de pêche. Des espèces plus rares, qu'il faut traquer. Pour les trouver, Patrice et son frère tentent un coup. Il faut se compagner au reste de la flottille boulonnaise, cap à l'ouest, dans la tempête. Après 4 heures de route, vient le moment de mettre à l'eau le filet. On l'appelle le chalut. À bord, pas un mot, les hommes se connaissent bien. Alain, Sébastien et Bernard travaillent avec les Wacogne depuis plus de 10 ans. Leur salaire dépend directement de ce qu'ils vont pêcher. Avec coup de chalut, un petit peu mouvementé, mais bon, ça va aller. On va le faire. Allez, même là-bas, il va le prendre plus bas. 3 heures plus tard, c'est le moment de remonter le filet et de voir s'ils ont choisi la bonne zone de pêche. Ce premier coup de chalut se révèle très décevant. Dans le filet, il y a surtout des roussettes, des petits requins qui se vendent très mal. Alors 2 caisses de sèche, il y en a pour peut-être 300-400 euros, pas de plus, 300 euros. Quand tu prends déjà le gasoil, c'est pas grand-chose. Bon, on va essayer de chercher ailleurs, on doit pouvoir faire mieux que ça. C'est une traque alors? Ah, c'est une traque, ouais, c'est une chasse. C'est ce qui est intéressant dans le métier. Ça, on aime ça, ouais. Quand tu fais beaucoup de chalut, tu as bien travaillé et que tu as trouvé un petit coin où est-ce qu'il y a du beau poisson, où tu fais vraiment beaucoup de chalut, là t'es content, ouais. Comme un chasseur, hein. C'est pareil. Au matin, la stratégie des Wacogne finit par payer. Bah là, on va décapler. Ils ont trouvé le bon lieu de pêche. Dans le filet, des tonnes de poissons qu'ils espèrent bien vendre à la criée. Ouais, en quantité, il va être moins bien, mais c'est du poisson de valeur. Il y a un peu de genre doré, un peu d'encorné, de la sèche, puis du barbet. Une dizaine de caisses de raie, une tonne de roussettes, puis après des bricoles, une dizaine de chachards, 4-5 maquereaux. Patrice est au téléphone avec la CME, l'organisation qui s'occupe de vendre son poisson. Il veut savoir ce que pêchent les autres bateaux pour connaître la tendance du marché. Les nouvelles sont rassurantes. Alors pour l'instant, notre tactique est payante ou pas?
Bon, en payant, on va voir les prix, mais bon. D'après les nouvelles des collègues, on n'est pas les plus mal lotis, quoi. Ouais, parce qu'il y en a... Ouais, il y en a qui pêchent moins, ouais. En ce moment, pour l'instant, ils doivent pêcher un peu moins que nous. Alors les Wacognes font un pari. Ils ne sont en mer que depuis 48 heures, normalement il reste une semaine. Mais ils décident de faire une halte au port dès ce soir pour vendre leur pêche. Allez, c'est parti. C'est parti quoi? On rentre sur Boulogne. Il est 3 heures du matin. À Boulogne, l'Arc-en-Ciel reprend la mer après avoir débarqué 300 caisses de poissons. L'homme qui est chargé de les vendre, c'est lui. Roger. Ici, tout le monde le surnomme Tirou. Qu'est-ce que t'as refait là? Depuis 37 ans, il est écoreur, un métier qui n'existe qu'à Boulogne-sur-Mer. Son rôle, vendre ce que les pêcheurs rapportent, Du macro. le plus cher possible. Aujourd'hui, il s'occupe du poisson d'une quinzaine de bateaux, dont l'Arc-en-Ciel. Bon, l'Arc-en-Ciel, donc de la belle sèche. Regardez, superbe, non glacé, dernier trait. Ça, je vais vendre ça dans les 2,80 à 3 €. Ça, c'est de la dorade. Ça va coûter, j'espère, vendre entre 1,50 et 2. C'est bien ça comme prix? C'est moyen, mais la taille est moyenne aussi. Hein. Plus que c'est gros, plus que c'est cher une dorade. Vous voyez, elle est plus grosse. Ça va coûter dans les 3 €, 3,50 €. Vous avez espoir de faire une bonne vente sur la pêche de l'Arc-en-Ciel globalement? Globalement, la sèche, oui, la bergerette, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Le barbet, ça va être moyen, normalement. L'encorné, c'est très bien vendu. Normalement, ça devrait aller. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qu'il dit le commerce? Ça va? Ses clients, ce sont les marailleurs, des grossistes en poissons comme Pascal. Ils vérifient la qualité de la marchandise avant la vente. Donc le monsieur fait le quai de façon à acheter le plus beau poisson possible et au prix le moins cher possible. 5 heures du matin. Le prix du poisson des Wacognes va se déterminer maintenant, à la criée, la bourse où l'on vend et où l'on achète le poisson. Bonjour les amis. D'un côté de la vitre, les vendeurs. De l'autre, 80 marailleurs boulonnais venus se fournir en poissons frais. Depuis 2 ans, la criée de Boulogne est entièrement informatisée. Tout se passe sur des cadrans et tout va très vite. Les lots de poissons sont présentés un par un. C'est parti. La criée, c'est une vente aux enchères un peu particulière. Au lieu de monter, les prix baissent. Pour éviter de brader son poisson, Tirou fixe un prix de barrage, le prix en dessous duquel il refuse de vendre. Interdiction de se tromper, s'il est trop haut, personne n'achètera sa marchandise. Là, c'est l'Arc-en-Ciel. J'espère pas m'avoir trompé dans les prix. J'ai mis un 80 prix de blocage dans les gros macros, là. Ah, ça va, 1,88. Mais pas de chance pour les Wacognes, la vente est moins bonne que ce que Tirou avait prévu. Ah, le macro 1,40 pas vendu, là. Une partie du poisson n'a pas trouvé preneur. Par exemple, l'Arc-en-Ciel, ils ont gagné combien là sur une marée comme celle-là? Bon, ce matin, il y avait quoi? Il y avait 2 tonnes de sèche. Il a dû faire dans les 6-7 000 €. C'est bien? C'est moyen, fort moyen. Ah, c'est fort moyen. Un bateau comme ça, il doit tourner environ entre 18 000 et 20 000 € par semaine. Parce qu'ils ont beaucoup de frais. Hein. La vente aurait dû rapporter au moins 3 000 € de plus pour être réussie. Pour les Wacognes, la décision de rentrer n'était pas la bonne. Ils ont encore 3 jours de mer décisifs pour sauver leur semaine. Des prix bas, des quotas contraignants. Pour s'en sortir, certains n'hésitent pas à tricher. De l'autre côté du port, 2 hommes observent les moindres mouvements sur le quai. Par contre, t'as toujours le camion jaune et bleu qui reste là. Ils sont inspecteurs à la brigade de recherche de la gendarmerie maritime. Une unité spécialisée dans les crimes et délits en mer. L'affaire sur laquelle ils enquêtent ce soir est délicate. Ils préfèrent rester anonymes. Combien de personnes? 3 personnes sur le quai. Depuis quelques mois, ils travaillent sur une grosse affaire, un trafic de poissons. Des poissons dont les quotas sont épuisés et qui sont donc interdits à la pêche et à la vente. Pour les commercialiser quand même quand ils les capturent, certains pêcheurs les écoulent hors criée au marché noir. Ok, messieurs, on fait le point sur l'affaire en cours. Le lendemain matin, l'équipe d'enquêteurs est au complet. Objectif, identifier les trafiquants. À l'origine de l'affaire,
un chalutier boulonné au comportement suspect. Les gendarmes apprennent que ce bateau a débarqué son poisson dans 2 ports différents, la même nuit. Le 12 octobre 2008, entre 21h17 et 21h23, on constate donc l'escale du navire sur le port de Fécamp. 13 octobre, 6h30, on retrouve le même navire avec une débarque Boulogne-sur-Mer. Le bateau est basé à Boulogne, mais en rentrant au port pour débarquer, il a fait un détour par Fécamp, un élément à charge pour les gendarmes. Leur flair les pousse à procéder à quelques vérifications. En fouillant dans les papiers du navire, ils découvrent un bon de transport pour 18 tonnes de sol. 18 tonnes qui n'ont jamais été déclarées à la criée. Pour les enquêteurs, la sole a été débarquée à Fécamp ni vue ni connue, puis chargée dans un camion. Pour comprendre le mode opératoire des trafiquants, 2 gendarmes se rendent là où tout a commencé, à Fécamp. Un petit port de pêche un peu délaissé. La criée a déposé le bilan il y a quelques mois. Les bateaux sont de moins en moins nombreux à venir y décharger leurs poissons. Nous sommes en caméra cachée. Ici, c'est le cœur du trafic. Pourquoi ils sont pas allés directement à Boulogne? Ça aurait été plus simple quand même. Oui, mais Boulogne, ici, vous voyez, les quais, regardez autour de vous, tout le monde arrive. Les quais à Boulogne, tout est fermé, réglementé, accès avec des badges. Beaucoup plus facile ici. Pour observer les mouvements sur le port, les enquêteurs décident de se poster plus haut, sur la falaise. En route, ils font une découverte intéressante. Et tu vois le gros SMIL qui arrive. Ouais, ce camion-là, il vous intéresse hein? Pourquoi il vous intéresse? C'est exactement le type de camion... Qui peut être un peu louche, quoi. Ouais, c'est ce type de camion de toute façon qu'on cible. Hein. Il y a 18 tonnes, ça se met pas dans un 3 tonnes 5. Hein. Il faut déjà un gros camion. Un semi-remorque frigorifique capable de transporter 18 tonnes de poissons. Étonnant dans un port comme Fécamp, où très peu de bateaux débarquent leur pêche. Les gendarmes essaient de repérer et de photographier tous les camions potentiellement suspects. Il serait étonnant que ça soit organisé pour un seul navire. Certainement plusieurs navires participent à l'alimentation de cette filière. Et d'autre part, on est là pour ça, c'est pour essayer de repérer exactement l'endroit où ils débarquent, quel circuit ils utilisent, quelles personnes si possible, repérer les véhicules des personnes qui participent à cette filière. Vous essayez de savoir s'il y a d'autres bateaux dans le coup. Voilà, tout à fait. S'il y a d'autres bateaux qui sont dans la filière, ce qui ne m'étonnerait pas. À ce stade de l'enquête, la brigade a évalué la fraude à 180 000 €. Elle doit désormais tracer cet argent dans les comptes du propriétaire du bateau et des entreprises qui auraient acheté la marchandise. T'as la documentation au niveau comptable pour le bateau? Pour les gendarmes, une chose est certaine, le trafic de poissons peut rapporter beaucoup d'argent. Et donc vous avez eu des affaires où c'était en millions d'euros. C'est plus lucratif que la drogue alors Moins risqué. C'est moins risqué aussi. C'est moins risqué aussi. Moins risqué et c'est moins nocif pour la population. L'enquête financière devrait prendre encore 1 an. Le nombre de fraudeurs pourrait augmenter, car les quotas sont de plus en plus restrictifs. Le Havre. Sur les écrans de la capitainerie, la tour de contrôle du port, un navire apparaît. C'est le Christophe Colomb, le porte-conteneur géant de retour au port après 80 jours de mer. Sur la passerelle de commandement, le capitaine est à la manœuvre avec les autres officiers français. En bas sur le pont, les marins philippins exécutent les ordres. Ils préparent l'accostage. Ce qu'ils découvrent de la France, c'est ça. Des portiques, des grues et quelques mètres de quai. Pendant les 30 heures de l'escale, ils ne verront rien d'autre. Ces escales où les marins ne voient jamais la terre, un homme en a fait un vrai business. Ziv Keren est l'un des premiers à monter sur le Christophe Colomb après l'accostage. Il est marchand ambulant depuis 17 ans. Sur son dos, des trésors pour les matelots philippins coincés sur les bateaux. Bonjour mon ami. On s'est rencontrés il y a combien de temps? 6 ans? Ouais, je te reconnais, c'est toi qui vends les téléphones. Dans ces sacs, des téléphones, des parfums et du matériel informatique. Bonjour les amis.
téléphone portable, appareil photo. C'est l'heure de la pause café, le seul moment où les marins sont disponibles. Ils ont exactement une pause de 20 minutes. Et pendant ces 20 minutes, ils voudront faire leurs achats. Donc là, c'est le rush. This, my friend, touchscreen, touchscreen. Le marchand franco-israélien n'a pas choisi le Christophe Colomb par hasard. Les Philippins sont ses meilleurs clients. Ils sont mieux, c'est mes chouchous. Pourquoi? Ce sont mes chouchous. Parce qu'ils s'intéressent déjà, parce qu'ils sont gentils, parce que le contact se passe bien, et puis parce que moi j'ai besoin d'eux et eux ils ont besoin de moi. Donc ça se passe bien. Depuis 17 ans qu'il côtoie les marins sur les bateaux, Ziv sait exactement ce qu'ils veulent. S'évader. Pour vos cabines, j'ai un lecteur de DVD. Pour vendre vite, il doit assurer le spectacle. Une blague quand il faut. Vous achetez un lecteur de DVD, vous repartez avec un écran. Et un petit truc en plus, baragouiner quelques mots de philippin. Tout de suite leur question, ah, ta femme est philippine, donc désolé pour ma femme, mais j'ai dit que oui. Après, il reste qu'à trouver qu'on vient du même village, et puis après... 500 gigas. Et ça marche. Malgré leurs faibles revenus, les Philippins sont prêts à dépenser jusqu'à 1 mois de salaire. Ce matin, Ziv vendra environ 1500 € de matériel. Voilà, encore un et un autre. C'est quoi? Du parfum. Ricky, un marin philippin, veut rapporter un petit bout de France à sa femme. Il craque pour des parfums américains. Ça fait 100 $. J'ai la monnaie. Ricky a 52 ans, dont 30 passés à travailler à bord des bateaux, comme mécanicien. Aujourd'hui, il a une mission importante, réparer une pièce cassée dans le moteur. Et ça se passe à 10 mètres en dessous du niveau de la mer, dans les entrailles du navire, 7 jours sur 7, 10 heures par jour. Ici, vous êtes dans la salle des machines. C'est comme être dans une grande usine. On ne peut pas voir la mer. Du matin au soir, on ne voit que des machines. C'est dur de gagner sa vie. À la fin de sa journée de travail, Ricky trouve un peu de calme dans son chez-lui. Cette cabine tout confort de 12 mètres carrés. Voilà, c'est ma maison. Je vais rester ici 6 mois. Qu'est-ce que vous voyez par la fenêtre? Des conteneurs, le chargement. Le travail n'est jamais vraiment fini. Quand il y a une alarme dans la salle des machines, ça sonne et je dois descendre. Vous travaillez tout le temps alors? Même quand je dors, je travaille, parce que les alarmes me réveillent. Son salaire? 600 € par mois, hors prime. Avec les extras, il gagne jusqu'à 1800 €. C'est 6 fois plus qu'aux Philippines. Le marin est devenu un notable dans son village, propriétaire d'une maison et de 3 hectares de terre pour sa femme et ses enfants restés au pays. Mais tout cela a un prix. Vous vous sentez seul, vous avez le mal du pays. Vous pensez à votre famille, à votre femme et à vos enfants. Cette solitude, les Philippins la confient à un homme. Dimanche matin, dans le centre-ville du Havre, Bruno Lery, le prêtre des marins, celui qui a baptisé le Christophe Colomb, se prépare à visiter ses fidèles. Je prends le matériel nécessaire pour célébrer la messe. S'il y a une demande, comme on est dimanche, c'est pas impossible. Toutes les semaines, il rencontre les marins qui sont loin de chez eux, coincés sur leur navire. Dans sa sacoche, il a de quoi les aider spirituellement et matériellement. Dedans, j'ai un petit atlas. J'ai des cartes de téléphone. Ça sert à quoi, ça? Ça leur permet d'appeler chez eux. Entrer en relation avec leur famille s'ils ont besoin. Et puis une Bible en anglais. Depuis 10 ans, l'église de Bruno, c'est le port. Il n'a jamais été marin, mais toute l'année, ils partagent leur vie et leurs difficultés. Ils ont quelquefois des choses qui portent sur eux-mêmes et ils ne savent pas trop à qui le communiquer. C'est bien d'être disponible pour les écouter, pour leur permettre de s'exprimer s'ils en ont le désir. Bruno choisit les bateaux un peu au hasard. Ce matin,
c'est sur ce petit cargo des îles Caïmans qu'il va voir si on a besoin de lui. Qu'est-ce que vous voulez? Rencontrez les marins, s'il vous plaît. Ok, pas de problème, venez. Je vais appeler l'équipage. Normalement, ils viennent boire un café à cette heure-là. Bonjour, comment allez-vous? Bien? À bord, encore des Philippins. La plupart d'entre eux est catholique. Je voudrais vous proposer les lectures religieuses du jour. Ah, vous savez, on prie chacun de notre côté avant de dormir. Ah, ok. Un matelot tient particulièrement à s'entretenir avec Bruno. Excusez-moi, vous êtes prêtre? À bord, Dexter a le poste le plus modeste. Je fais le service. Voilà 8 mois que ce Philippin de 20 ans vit sur ce bateau qui fait la liaison entre la France et le Brésil. Aujourd'hui, Dexter a un coup de blues. C'est l'anniversaire de ma mère. Et l'année dernière, je n'ai pas pu y aller. C'est pour ça que je veux rentrer chez moi. Je n'ai plus que ma mère. Mon père est mort. Ah, votre père est mort. C'est pour ça que c'est si important pour vous. Avec les oubliés de la mer, la méthode de Bruno, c'est l'écoute et la compréhension. On va dire un Notre Père ensemble. Et un peu de religion. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. La nuit tombe sur le Havre. Pour Bruno, la journée n'est pas terminée. Le dimanche soir, il change de casquette. Il devient barman. You have Heineken, Bavaria, French beer or draft? Heineken. Ok. 3 €. Un prêtre qui fait de barman, c'est pas courant ça? Non, ça arrive dans certains quartiers quand même, mais en général il y a une raison. Là, la raison, c'est l'accueil des marins. Nous sommes au Seamen's Club, le foyer des gens de mer. Une institution chez les marins. Tous les grands ports du monde ont le leur. Ici, des hommes de toutes les nationalités se croisent le temps d'une soirée. Autrefois, le club était plein à craquer tous les soirs. Quelquefois, il y avait toute une ambiance. Les gars buvaient un bon coup. Et puis ça se passait comme ça. Mais aujourd'hui, plus que de la bière, les marins viennent chercher une connexion à Internet. Ils veulent avant tout contacter leur famille et partager un moment avec leurs épouses. Les femmes, c'est peut-être ce qui manque le plus aux marins de passage. C'est le cas d'Oleg. Il a 30 ans, il est géorgien. Il vient de passer un mois en mer. Ce soir, il cherche une fille. Mais ce n'est pas Bruno qui va l'aider à la trouver. Quelquefois, je leur dis dans quel coin ils ont plus de chance, mais en général, je leur dis que c'est pas mon job. Pour trouver ce qu'il cherche, Oleg doit se rendre dans le quartier Saint-François. C'est un peu le quartier chaud du Havre. Quelques rues où l'on trouve des restaurants et surtout des bars de nuit. Au Havre, il y a très peu de prostitution de rue. Pour trouver des filles, c'est là qu'il faut aller. Nous suivons Oleg et l'un de ses amis en caméra cachée. Ils sonnent à la porte de l'un de ces bars. Bonsoir, entrez. Au Havre, on trouve une petite dizaine d'endroits comme celui-ci. Et ils se ressemblent tous. À chaque fois, il y a 2 femmes originaires d'Afrique de l'Ouest et rarement de clients. You want to drink something? Bière? 3 bières. 3 bières. Ouais. Très vite, elles proposent à Oleg d'aller plus loin. Tu mets la bouteille? On va au salon? 200 €. Aller au salon, ça veut dire s'isoler avec une de ces femmes. Pour cela, il faut payer une bouteille de champagne à 200 €, une prestation hors de prix pour un marin étranger. Alors la jeune femme se montre entreprenante. Malgré les mains baladeuses de ces femmes, Oleg reste de marbre. Tu préfères les hommes? C'est très cher. Si les prix ne sont pas adaptés aux marins, c'est qu'ils ont déserté le quartier. Autrefois, il y avait du monde, il y avait les marins qui faisaient travailler les bars. Les marins faisaient travailler les bars? Oui. À l'époque, tu sais, à cette heure-ci, les marins partout dans la ville, les bars sont pleins à craquer. Les bars étaient pleins à craquer? Autrefois, oui. Oleg, le marin géorgien, rentre au bateau. Au revoir. Ce que les filles ne savent pas, c'est que s'il est resté inébranlable, c'est qu'il peut trouver vraiment moins cher ailleurs.
Tu vois, pourquoi j'irai ici? Ici, c'est vraiment trop cher. Moi, quand je vais au Brésil, Colombie, au Venezuela, pour une fille, plus belle, hein, vraiment très belle, je paie quoi? 50 $ au maximum? Maximum. Et elle est magnifique. Au Havre, la mondialisation a touché aussi le plus vieux métier du monde. Sur le port, les navires et les conteneurs sont placés sous surveillance. C'est la mission des 35 gendarmes du peloton de sécurité maritime et portuaire. Une unité d'élite spécialement créée en 2006 pour lutter contre la menace terroriste internationale. Depuis le 11 septembre 2001, les autorités craignent que les ports ne soient des cibles privilégiées d'attentats. Ce matin, le gendarme Frédéric, 34 ans, prépare l'opération du jour. Un gilet de sauvetage, tenue Musto Gore-Tex, au cas de crash à la mer, genouillère quand on fouille le bateau, chaussures d'intervention et l'arme à la ceinture. Au programme, une opération commando en hélicoptère. Mission, l'inspection d'un navire suspect. Pour limiter les risques d'attaque contre le port, le contrôle a lieu en pleine mer, à 25 km des côtes. C'est là que les bateaux attendent l'autorisation de rentrer au Havre. Le navire visé, le voilà. Un petit cargo qui bat pavillon maltais. Il fait la navette entre la France et l'Algérie, une destination considérée comme sensible. Dans le meilleur des cas, on peut trouver soit des explosifs, des armes. Pourquoi pas des stupéfiants aussi. Voir des clandestins dans l'équipage, notamment des gens qui essayent de s'infiltrer sur le territoire national par la mer. Donc là, on va contrôler tout ça dès notre arrivée sur le bateau. La mer est agitée, le bateau bouge trop. Hors de question de se poser, les gendarmes se font élitreiller. The pilot ladder, please. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Un gendarme sécurise la zone pour permettre au reste de l'équipe de descendre. Ici, ils sont en territoire inconnu. Ils sont vulnérables, la vigilance est maximale. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, mais bon, on sait jamais quoi, on sait jamais. Première vérification, la liste d'équipage. Sur ce bateau, ce sont une nouvelle fois des Philippins. D'après les listes de bord, ils doivent être 18. Vous avez peur que ce soit des terroristes? Pas du tout eux en fait. Maintenant, bon, il se peut qu'en effet des gars se glissent dans les équipages pour ensuite pénétrer sur le territoire français. Mais non, c'est surtout ce transport qui nous intéresse. Côté équipage, c'est bon, Herlé? Tout a l'air en règle. Okay, nous on va descendre, on va commencer la visite du navire. Les gendarmes passent à la deuxième étape du contrôle. Ils inspectent tout le navire. Okay, sir. On commence ici et après on fouille pont par pont, d'accord? Ce qu'ils cherchent, les cachettes potentielles, les endroits secrets où des produits interdits pourraient être dissimulés. Ok, thank you. Mais très vite, l'opération montre ses limites. Car des cachettes, il y en a des milliers sur un cargo de 160 mètres de long, et les gendarmes ne sont que 8. C'est laquelle après ou quoi? C'est vide? Et en plus, sans réquisition judiciaire, des parties entières du navire leur sont interdites. Par exemple, on n'a pas le droit de rentrer dans leur cabine, les locaux syndicaux et les locaux de culte. Donc on vérifie pour l'instant les extérieurs et ensuite on va faire pont par pont comme ça. Voilà. Et après on va faire, je pense, soulever les panneaux de cale, ça c'est notre chef qui verra. 1h30 à peine sur le bateau, pas d'accès aux espaces privés, seule une petite partie du navire est véritablement inspectée. Tous les ans, c'est quand même de la chance de tomber sur un bateau qui... Un bateau qui transporte, ouais, c'est sûr, ouais. Mais bon, ça finit toujours par payer de toute façon. Hein. Pour eux, ce genre d'opération a tout de même une vertu. Après, ils se parlent entre eux, donc ils se disent attention, mef, les gendarmes maritimes sont là. Voilà, le Havre, ben, ça rigole pas, donc hop, ils vont ailleurs. Hop. En 4 ans, cette unité a réalisé plus de 150 opérations de ce type. Le terrorisme n'est pas la seule menace pour le port du Havre. Les millions de conteneurs qui transitent ici chaque année peuvent dissimuler des produits suspects. Les contrôler, c'est le travail de la douane. Depuis quelques années, les douaniers s'intéressent à un nouveau trafic, les exportations de matériel d'occasion. Vendre à l'étranger des objets usagés, c'est autorisé uniquement s'ils sont en état de marche et non polluants. Sinon, ils sont considérés comme des déchets. Les exporter, c'est de la contrebande. Pneus annoncés, hein.
des pneus annoncés? Oui. Ce matin, Bruno Hamon, le sous-directeur des douanes du Havre, fait vérifier un conteneur qui part pour le Cameroun, en Afrique de l'Ouest. Dans ce conteneur, pourquoi est-ce que celui-là vous décidez de Là, le on faire est ouvrir typiquement dans le cadre de produits que l'on vérifie dans le cadre de cette opération, parce que ce sont des biens d'occasion usagés. Le tout est de savoir s'ils peuvent être effectivement exportés. Là, en l'occurrence, là, vous savez ce que c'est là-dedans, a priori? A priori, oui, ce sont des pneus. Des pneus. Voilà. Pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre dans ce conteneur, les douaniers utilisent un appareil très rare en France. Un scanner géant, capable de radiographier intégralement l'intérieur d'un conteneur en quelques secondes. Pour cela, les camions entrent dans le hangar. Instantanément, l'image apparaît sur l'écran des douaniers. Quand vient le tour du conteneur à destination du Cameroun, ils remarquent tout de suite une anomalie. Bon, là, j'ai une image qui a l'air intéressante. Tu peux venir voir, Elisabeth, s'il te plaît? Parce que par rapport à la déclaration, regarde, on a des grandes différences. Hein. Sur l'écran, dissimulé au milieu des pneus, les opérateurs voient apparaître des formes opaques que le scanner n'arrive pas à percer. Ce sont des batteries de voiture. C'est de la même densité que les parties métalliques du camion et des essieux du camion. Ces batteries contiennent des produits toxiques, très polluants. Si elles sont usagées, elles sont interdites à l'exportation. Là, on est tout à fait sur l'image typique d'une contrebande à l'exportation où on nous déclare un type de produit et on trouve tout autre chose. Et notamment, dans le cadre de notre semaine de contrôle, tout à fait ce qu'on recherche, c'est-à-dire des déchets qui ne peuvent pas être exportés. Là, manifestement, on voit très bien l'image des batteries, on voit des pneus, on voit sûrement de l'électroménager, peut-être autre chose. Donc là, on est manifestement sur une opération de contrebande typique. Pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une exportation illégale, une seule solution, ouvrir le conteneur et le vider complètement. Dans le langage du port, on appelle ça dépoter. À l'ouverture, les pneus ne sont pas visibles tout de suite. Il y a d'abord des sacs de vêtements et de l'électroménager. Ça, c'est légal. Ces objets ressemblent à des déchets, mais en Afrique, ils ont une deuxième vie. Leurs futurs propriétaires les attendent, il y a même leur nom et leur numéro de téléphone. Ce qui intéresse les douaniers, c'est ce qui est illégal. Les batteries qui se trouvent vers le fond, dissimulées sous ces 2000 pneus. Après plusieurs heures d'efforts, ils les découvrent enfin. On a commencé à apercevoir les batteries, vous voyez, là. 1, 2, 3 là-bas, 4, vous voyez, on commence à les apercevoir. Ça, c'est complètement illégal? Disons que ça fait l'objet d'un contrôle vraiment particulier, parce qu'il y a du plomb, parce qu'il peut y avoir le liquide aussi qui est à l'intérieur. Le liquide, de l'acide, qui sert à les faire fonctionner. Ah, elles sont pleines. Le liquide là-dedans? Ouais, bon, elles sont pleines, c'est cool. Des batteries en état de fonctionnement, destinées à être utilisées et non jetées. Après 2 jours passés à vider le conteneur, les douaniers découvrent 172 batteries qui seront saisies et recyclées. 37, 40. Pour comprendre qui se cache derrière ce trafic, nous avons cherché à rencontrer l'expéditeur de la marchandise polluante. Nous retrouvons sa trace en région parisienne, à Bobigny. Un pavillon modeste, dans une petite rue. Ce dimanche soir, nous sonnons chez lui, munis d'une caméra cachée. En pénétrant dans la cour, nous découvrons une dizaine de réfrigérateurs d'occasion. Nous sommes à la bonne adresse. Désolé de vous embêter. L'homme vient du Cameroun. La vente d'objets d'occasion vers son pays d'origine, il en a fait son business depuis 10 ans. D'emblée, il se défend d'exporter des matières dangereuses. C'est des matériels, vraiment c'est des produits à utiliser, ce n'est pas des produits à aller mettre dans la poubelle. Depuis plus de 10 ans, j'essaie de satisfaire certains besoins parce qu'en Afrique, généralement, ce n'est pas tout le monde qui a la hauteur de payer les objets neufs. Son système est bien rodé. Chaque mois, il remplit un conteneur pour le Cameroun et déclare à la douane 4 000 € de marchandises, 2 000 € de pneus, 1 500 € d'électroménager et 500 de vêtements. Officiellement, rien de dangereux ni d'illégal. Mais ce qu'il ne déclare pas, c'est le produit d'occasion le plus vendu en Afrique, les batteries de voitures. Ce commerce lui ferait gagner environ 2 000 € par mois, un revenu qui lui aurait permis de payer les études de ses enfants. Elle est il y a encore sa sœur qui est cadre chez à cause de ça. Vous avez élevé avec ça?
Oui, je les élève avec ça. Maintenant, on va me priver de ça. Qu'est-ce qu'ils vont manger après? Honnêtement. Pour le conteneur saisi, l'amende devrait s'élever à plus de 10 000 €. Un truc. Ça va? Ouais. Et des gens comme vous qui envoient des conteneurs avec du matériel d'occasion, il y en a beaucoup? Il y en a des milliers même. Si vous voyez bien, si eux pouvaient vous donner l'occasion, vous devez voir que beaucoup de conteneurs sont pleins que des occasions. Bien, allez, au plaisir, hein. Chaque année, 150 000 conteneurs partent du Havre à destination du continent africain. Ambiance maussade à bord de l'Arc-en-Ciel ce matin. Pour sauver leur semaine après la mauvaise vente à la criée, les frères Wacogne ont pris des risques. Ils sont venus pêcher sur des fonds difficiles, très accidentés, là où se cachent les plus beaux poissons. Un choix osé, le filet peut s'accrocher et se déchirer sur le fond à tout moment. À la passerelle, Patrice a l'œil rivé sur sa carte. Il cherche son chemin à travers un véritable champ de mine. Tout ce qui est en noir sur l'écran, là, c'est tout des croches. Hein. Ouais, ça fait beaucoup, là. Noir, rouge. Ah bah, il y a eu la guerre. Hein. Et alors? Ah bah, ici, il y a tout. Il y a des mines, il y a des torpilles, il y a des bombes, il y a des avions, il y a des sous-marins, il y a des bateaux. Et vous y allez? On a quelques passages. Ouais. Des secrets que les pêcheurs se transmettent de père en fils. Tout d'un coup, mauvaise surprise. Un bateau vient d'arriver sur son territoire. Voilà, on était bien tranquille sur le coin, puis voilà qu'il arrive. Patrice Wacogne repère l'un de ses ennemis jurés. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Là-bas, un seigneur. C'est quoi un seigneur? C'est les pêcheurs hollandais qui ont une autre méthode de pêche que nous, quoi. En hiver, une vingtaine de bateaux hollandais comme celui-là pêchent dans les eaux françaises. Ils y trouvent plus de poissons que sur leurs côtes. Là, bon, bah, c'est simple, hein, il nous a repérés. Il voit que depuis hier, on tourne à la même place. Il va venir, puis il va se taper la creuse, petit à petit, il va nous pousser. Une guerre de territoire s'est engagée dans les eaux de la Manche. La première confrontation a eu lieu il y a près d'un an. Et là, c'est le UK 135. La dernière fois, il a failli nous couler. Ce jour-là, l'Arc-en-Ciel s'est accroché dans le filet du Hollandais et s'est fait traîner sur plusieurs kilomètres. Pas de secret, s'il met son Charlie devant, je passe dessus. Je passe dessus, je vire, je coupe. Ah non, faut pas rigoler, non. Un combat inégal. Les bateaux hollandais sont bien plus gros que l'Arc-en-Ciel et ils utilisent une technique de pêche très performante. Ils capturent 6 ou 7 fois plus de poissons. Du poisson qu'ils vendent à Boulogne-sur-Mer. Patrice est persuadé qu'en inondant le marché, les Hollandais sont responsables de la mauvaise tenue des prix à la criée. Avant qu'ils arrivent, on vendait le barbet entre 8 et 10 euros. Le gros barbet, on arrivait à le vendre à 14. Ils sont arrivés depuis 3 semaines. On est rendu à vendre le barbet à 4 euros. Si la présence des bateaux hollandais pose tant de problèmes aux Wacogne, à Boulogne-sur-Mer, certains industriels en profitent. « 4 heures du matin, à quelques encablures des quais. Nous sommes chez Unipêche, une entreprise spécialisée dans la vente de poissons. Le patron ici, c'est Jacques Watté. Dans ces caisses vertes, nous découvrons le poisson pêché par les Hollandais. Depuis 12 ans, Jacques Watté se charge de le commercialiser et lui ne les voit pas du tout comme une menace. C'est hollandais. Qui avez fait venir les Hollandais, c'est ça? Oui. C'est nous il y a nous qui avons fait venir et heureusement qu'ils sont là. Pourquoi? Pour le port de Boulogne. Expliquez-moi, parce que moi j'ai vu beaucoup de pêcheurs qui sont assez mécontents, qui disent qu'ils cassent les prix, qui prennent tous les marchés. Les pêcheurs, ils disent n'importe quoi. Parce que c'est quoi la vérité alors? La vérité, c'est que l'industrie boulonnaise, si elle n'a pas de poisson, elle ne peut pas vivre. Et tout ce qui passe par Boulogne est contrôlé par Boulogne. Si on l'envoie ailleurs, on le laisse partir ailleurs, on renforce les autres ports et on diminue notre activité à Boulogne. Aujourd'hui, le poisson hollandais vendu par Jacques Watté représente près de 20% de l'activité du port. Jacques Watté, c'est l'histoire d'une réussite. Watté. Ça va? Ouais. Bonjour. Ça va toi? Fils de marailleur, il est un enfant du port de Boulogne-sur-Mer. Il a fait toute sa carrière dans l'industrie du poisson. À 60 ans, il vit toujours au rythme de la pêche.
Moi, je suis jamais levé. Je suis jamais levé après 5h30 le matin. 5h30, c'est mon heure. 5h, 4h30. Et je suis jamais rentré chez moi en 8h. C'est vrai, hein? Quand il a fondé cette entreprise il y a 25 ans, il vendait le poisson de 4 bateaux. Aujourd'hui, ils sont 80 à compter sur lui. C'est le plus gros vendeur de poissons de Boulogne-sur-Mer. Et il a décidé de ne pas s'arrêter là. J'étais avec mes conseillers juridiques et comptables, et les gars, on peut faire un truc. On rachète, nous, la partie ici. Au fil des années, Jacques Ouatté s'est diversifié. Il a investi dans beaucoup d'autres sociétés liées à la pêche. Tu dis, écoute, tu veux garder 20% de la société, tu le gardes. Tu prends 20% de la société pour te montrer. Hein? Jacques Ouatté est toujours pressé. Il nous accorde 10 minutes pour faire le tour de ses activités. C'est un homme d'affaires. Pour lui, le business ne s'arrête jamais. Donc, il faut que je te voie. Tu es toujours d'accord pour prendre une partie des parts de Latitude? On en parle de quelle façon? Son territoire, c'est Capécure, la zone industrielle spécialisée dans la pêche de Boulogne-sur-Mer. 380 000 tonnes de poissons sont traitées ici tous les ans par plus de 150 entreprises. C'est là que Jacques Ouatté s'est installé. Ici, il connaît tout le monde. Il est chez lui. Des gens que vous connaissez? Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une entreprise dans laquelle vous travaillez? Esquimau. Esquimau. C'est une entreprise spécialisée dans le saumon. Et il a aussi des participations chez un mareyeur, les Chalutiers Boulonnais, une société de vente de bateaux, Uninautique, des transporteurs spécialisés dans le poisson. En tout, il possède une dizaine de sociétés à Boulogne-sur-Mer. Et son poste le plus stratégique, c'est chez Copalis, une entreprise qui retraite les déchets de poissons générés par toutes les usines de Boulogne. Ça, c'est une coopérative qui est détenue par tous les acteurs boulonnais. Et ça, vous en êtes le président? J'en suis le président, ouais. Oui, tout est là. Un poste qui lui donne la main sur tout le business du déchet de poisson. En quelques années, Jacques Ouatté a bâti un empire. Aujourd'hui, il a investi dans le transport, la communication et le sport. Mais dans les ports, les hommes les plus puissants ne sont pas forcément les plus riches. Au Havre, les quais sont le royaume des dockers, la corporation la plus puissante sur le port. Leur métier? Assurer le chargement et le déchargement des cargaisons. Ce sont eux qui pilotent les portiques et les cavaliers, les machines qui servent à manipuler les conteneurs. Ils travaillent 35 heures par semaine pour 2500 à 3500 € par mois en fonction des primes et de l'ancienneté. Au port du Havre, ils font la loi. Durant tout notre séjour sur le Christophe Colomb, nous avons été en permanence sous leur surveillance. Ils ne nous ont pas quittés d'une semelle et ils nous ont interdit de les filmer. Lorsque nous descendons du bateau, d'autres dockers nous attendent. Nous laissons notre caméra tourner discrètement. Bonsoir. C'est vous qui venez nous chercher? Ouais. C'est monsieur? Ils sont venus pour nous raccompagner, ou plutôt nous expulser. Les dockers n'acceptent pas que des visiteurs circulent librement sur les quais. Oui, vos collègues nous ont dit de laisser la voiture et nous ont emmenés ici avec votre camionnette. Elle est restée de l'autre côté du péage. Voilà. Les autorités portuaires et le gestionnaire de cette partie des quais nous ont donné toutes les autorisations pour tourner ici. Pourtant, les dockers s'arrogent le droit de décider s'ils nous laissent rentrer ou pas et combien de temps nous pouvons filmer. Tous les gens qui rentrent sur le terminal, vous les dockers, vous allez avec eux? Ah oui, il faut aller chercher ou on dépense. Et vous êtes combien de dockers au Havre? Beaucoup, 1200. Ah, ça fait du monde, hein? On contrôle tout. Les dockers, un monde opaque, difficile d'accès, tenu par un syndicat CGT très puissant. Cas unique en France, 100% des salariés y adhèrent. Une partie des dockers du Havre est salariée par le port. Les responsables de cette section vont accepter de nous laisser les filmer. Ils s'appellent Laurent Delaporte et Patrick Deshaies. Donc lui, il faut le mettre là, il est là le copain. Lui, c'est lui. Ce matin, ils sont en grève. Depuis des mois, ils bloquent régulièrement le port. Ils protestent contre un projet de réforme des grands ports français qui prévoit de transférer une partie des salariés au secteur privé. Aujourd'hui, ils sont sur tous les fronts. Ils luttent aussi contre le projet de réforme des retraites. On peut démarrer? Laurent, quand tu veux, mon copain. Depuis le début de la négociation sur la réforme portuaire il y a 2 ans, cette branche du syndicat enchaîne les débrayages. Avec 1100 adhérents, elle dispose d'un vrai pouvoir de blocage.
y a pas mal de gens qui vous disent que vous bloquez le port, que ça ralentit. C'est pas nous qui bloquons le port, c'est les patrons. C'est les tauliers qui bloquent le port, c'est pas nous. On nous fout la paix puis on bloque pas le port. Sur le port en octobre, d'autres entreprises sont en grève. Après la manifestation, Patrick et Laurent, les leaders des dockers, prennent le mouvement en main. Bon, et ben là il y a les potes du port, autonome qui arrivent, ok? Première étape, la CIM, le terminal pétrolier. Voilà 12 jours que ces salariés tiennent un piquet de grève. Ils commencent à faiblir. Laurent Delaporte prend le porte-voix pour remobiliser les troupes. Ce que ça donnera si les CRS font des démonstrations de force, si les tauliers essayent de passer en force, quelque part, on montrera notre unité et notre détermination. Merci les camarades. Un discours musclé qui fait mouche sur le port. Parce que le monde portuaire, les dockers, vous, nous, bah, le port il est mort. Hein. Toute la journée, Laurent et ses hommes vont parcourir le port de piquet de grève en piquet de grève pour fédérer les salariés des autres entreprises derrière eux. Vous applaudir. Le combat que vous menez aujourd'hui, il est important et continuez comme ça. Quand les dockers décident de cesser le travail, c'est toute la ville qui s'arrête. Au Havre, des voix s'élèvent pour critiquer cette mainmise. Un soir, en centre-ville, nous avons rendez-vous avec d'anciens syndiqués. Destination est droit dans 60 mètres. Richard Masson et Jean-Louis Argentin sont retraités du port. Pendant plus de 30 ans, ils ont milité au syndicat. Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pochette? Ah, dans cette petite pochette, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. C'est toute ma vie syndicale. Voilà, c'est toutes mes cartes syndicales depuis 1972. Ils ne sont plus adhérents depuis 5 ans. De leurs dernières années comme dockers, ils ont gardé le souvenir de pratiques discutables. Au port, le syndicat aurait largement dépassé ses attributions. Donc comme j'étais au conseil d'administration du port, et puis le syndicat, pendant un moment, il était le bureau recruteur. Il y avait la queue devant le bureau syndical de gens qui venaient présenter leur fils, leur petit-fils, et c'est M. Deshaies qui recevait les gens, qui reçoit les gens. Et la direction laisse faire. Et la direction laisse faire. Bah écoutez, quand vous avez la bombe atomique, parce que le syndicat, il a la bombe atomique. C'est quoi la bombe atomique? C'est monsieur... Dans le langage portuaire, vous savez ce que c'est? Non. Je vais vous péter une 24 ou une 48. Ça veut dire quoi ça? Je vais vous péter une grève de 24 ou de 48. Heures. Voilà. Et ça c'est une phrase qu'on entend souvent sur Oh bah bien sûr, bien sûr. Parce que vous connaissez... Je vais vous péter une 24 ou je vais vous péter une 48. Voilà, ça c'est la bombe atomique. Et alors quand c'est la bombe atomique? Quand le port s'arrête pendant 48 heures. Vous imaginez le dégât que ça peut faire? En 2010, le port a connu plus de 50 jours de grève. Un syndicat tout-puissant, avec des dirigeants qui auraient pu se croire intouchables, c'est ce que dénoncent les deux hommes. Jean-Louis Argentin est à l'origine d'une affaire qui vise le dirigeant CGT, Patrick Deshaies, et son trésorier. En 2004, des syndicalistes d'un autre port lui font des révélations sur les pratiques de ses dirigeants. Texto, on m'a dit, mot pour mot, est-ce qu'il y a longtemps que tu as vérifié les comptes du syndicat? Parce qu'il y a des soirées parisiennes qui coûtent cher, qui doivent coûter cher. Des soirées parisiennes qui doivent coûter cher. Alors bon, des histoires de bars le soir, des histoires de restaurants de haut de gamme, voilà quoi. À cette époque, Patrick Deshaies, le patron du syndicat, et son trésorier se rendent régulièrement à Paris pour négocier la réforme des ports. Pour payer leurs frais de déplacement, ils auraient utilisé la carte bleue du syndicat et ils auraient mené grand train. Restaurants gastronomiques, bonnes bouteilles, soirées dans des relais et châteaux, les syndicalistes auraient falsifié des notes de frais pour justifier ces dépenses. Ils ont été mis en examen pour escroquerie et abus de confiance, puis jugés par le tribunal correctionnel du Havre. Ce matin, le jugement doit être rendu. Éric Baudeux, l'avocat des syndicalistes, tente de justifier les pratiques de ses clients. Moi, je les connais franchement depuis longtemps, et c'est vraiment des gars de la base qui... Alors c'est vrai que de temps en temps, pourquoi les syndicalistes n'auraient pas le droit d'aller, une fois qu'ils ont fini les discussions à Paris, faire un gueuleton, et puis... Mais ils ne feraient que ça serait absolument scandaleux. Mais ils bossent, quoi, je veux dire.
Selon la justice, le montant des agapes injustifiées se serait élevé à 63 000 €. Lors du procès, l'avocat a plaidé la relaxe totale. D'après lui, ses clients sont victimes d'une machination. Des groupes, des sociétés importantes, en clair des armateurs, en tout cas des gens qui sont liés au port, ont tout intérêt à affaiblir, bien sûr, les syndicats, en particulier le syndicat CGT du Havre, puisque c'est un syndicat important, extrêmement nombreux. Au palais de justice du Havre, Éric Baudeux retrouve ses clients. Le bureau du syndicat est venu au complet soutenir ses leaders. Ça va Eric? La forme? Bien? Même leitmotiv, pour eux c'est le syndicat qui est visé. Vous avez l'impression qu'on a voulu vous casser Une impression? Non, une certitude. Vous la sentez comment là ce matin, cette affaire? C'est là, c'est là qu'on va voir si la justice est indépendante. Ici, les dockers sont craints. Même les journalistes locaux hésitent à parler. Oui, mais pas ici, parce que les rapports avec ces gens-là sont compliqués. Est-ce que c'est fréquent de voir des portuaires comme ça qui sont devant les tribunaux? Ce n'est pas fréquent de voir des responsables syndicaux à la barre d'un tribunal correctionnel. C'est rarissime. Et spécialement quand c'est des gens qui travaillent au port? Spécialement, parce qu'ils ont un pouvoir d'influence, un pouvoir de blocage important. D'accord. Oui, non, c'est rarissime comme affaire. C'est le moment d'aller écouter le jugement. À peine 5 minutes plus tard, Patrick Deshaies et le trésorier du syndicat ressortent, coupables d'escroquerie et d'abus de confiance. Le tribunal les a condamnés à environ 14 000 € de dommages et intérêts chacun et à 10 mois de prison avec sursis. Malgré la condamnation, le syndicaliste ne se démonte pas. La suite logique d'un système. Ah oui. Pour moi, c'est une justice. À la limite, pour aller plus loin, c'est simple. On a fait la démonstration aujourd'hui au niveau de la justice que la justice n'était pas indépendante. Les syndicalistes ont décidé de continuer à se battre et ont fait appel de la décision. Au syndicat, aucune voix ne s'est élevée pour contester les dirigeants. À Boulogne-sur-Mer, si la pêche fait vivre, le football fait rêver. Ce soir, l'USBCO, le club de football de Boulogne, reçoit Nantes pour la 11e journée du championnat de Ligue 2. Allez Zargo. Zargo, toujours prêt, hein? En coulisses, Jacques Ouatté motive les joueurs. Avec l'argent du poisson, l'entrepreneur s'est offert la plus belle carte de visite de Boulogne, le club de football. Passionné de ballon rond, il a investi plusieurs millions d'euros dans le club. Alors ici, c'est lui qui reçoit. Bienvenue au stade. Merci. Après, on va boire un coup. Ce soir, dans les salons VIP, on croise tous ceux qui comptent à Boulogne-sur-Mer, comme Frédéric Cuvillier, le maire de la ville, ou Daniel Rouillet, le sous-préfet. Mais il y a surtout beaucoup d'entrepreneurs avec qui Jacques Ouatté a l'habitude de faire affaire. On est un peu dans le royaume là alors. Oui, c'est ça. Ici, c'est le royaume des partenaires, c'est le royaume intime du club. C'est la pièce intime du club. Le business continue? C'est plus l'amitié que le business. On est un des partenaires. Il y a des gens qui sont liés à la pêche là quand même? Oui, il y a quelques personnes liées à la pêche. La pêche, c'est Boulogne. Du poisson au ballon rond, aujourd'hui le football est la principale activité de Jacques Ouatté. Allez, on passe là les gars. Allez, on y va. Allez. On va pas se laisser dominer par les montées. Aujourd'hui, Jacques Ouatté n'a qu'une ambition, faire remonter le club en Ligue 1. Toute la ville est derrière l'industriel du poisson. À Boulogne-sur-Mer comme au Havre, l'espoir vient de la mer, du port et des quais. Pour la suite de notre enquête, retour au Havre. Ce jour-là, les dockers ont repris le travail après 24 heures de grève. Ils nous autorisent à filmer le terminal, leur chasse gardée. Rendez-vous sur un cargo français, le Fidelio. Il est arrivé au port le matin même. Cet immense porte-conteneur mesure 350 mètres de long. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Éric Sagnier est le représentant de la CMA-CGM, l'armateur du navire. On a une vue superbe d'ici. Pas de mouvement social aujourd'hui, les 1500 conteneurs vont pouvoir être déchargés.
Le Fidelio arrive d'Asie, pas de temps à perdre. Ils doivent faire la tournée des ports d'Europe du Nord selon un planning très précis. Un bateau comme celui-ci, en fait, il est destination Europe du Nord et Chine. Asie-Europe, il fait Le Havre, Dunkerque, Zeebrugge, Hambourg, Rotterdam, il revient à Zeebrugge. Voilà, donc il a toute une tournée nord-européenne à faire. D'accord, avant de partir en Asie. Avant de repartir en Asie. Même si les dockers semblent avoir disparu des quais, ils occupent des postes stratégiques, comme les grutiers, portiqueurs. Finalement, tout est automatisé. Oui, tout à fait. On a un seul portiqueur qui se trouve dans cette grosse machine. Portiqueur qui est là-haut, là. Oui, qui est dans la cabine, là, juste sous le rail. Ah oui, d'accord. Depuis leur nacelle, les portiqueurs pilotent ces gigantesques grues de 40 mètres de haut. Leur métier, comme celui des dockers, s'est modernisé, mais ils demandent aujourd'hui une grande précision et ne s'arrêtent jamais. Les dockers travaillent matin, après-midi ou nuit. C'est du non-stop 24 heures sur 24. Donc un navire comme celui-ci qui est arrivé à 5h30 du matin avait son début d'opération prévu à 6h du matin. Donc première période de travail, 6h, 14h. Deuxième période, 14h, 22h. D'accord. C'est un navire et qui est après opéré. Vous repartez, vous reprenez la mer. Le navire part immédiatement après le. Et on effectue les opérations de chargement et déchargement en même temps ou l'une après l'autre? Simultanément. Simultanément. Ouais. Lorsque les dockers se mettent en grève, les cargos sont bloqués. Une perte pouvant aller jusqu'à 30 000 € par jour pour un armateur, sans compter les complications logistiques pour la suite du voyage. En fait, les délais sont très importants dans votre métier pour que le navire soit le moins possible immobilisé à quai, en fait. Oui, tout à fait. Parce que nous avons une rotation à tenir, notamment dans les ports nord-européens, et le temps qu'on perdrait dans un port pourrait nous faire perdre notre place dans le port suivant. Donc on a tout intérêt à opérer le navire le plus rapidement dès sa mise à quai et le faire appareiller aussitôt que le chargement est terminé. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que malgré la position géographique extraordinaire de la France et donc des ports français, on soit un peu à la traîne au niveau européen et que Anvers, Rotterdam, des ports comme celui-ci passent devant les ports français, notamment Marseille? Malheureusement, nous subissons un petit peu ce qui est les dossiers en cours. C'est-à-dire vous souffrez des grèves? Oui, tout à fait. Des grèves incessantes dans les ports français? Oui, effectivement, depuis un certain temps, on fait face à des grèves. Est-ce qu'à Anvers, il y a des grèves? Non. Est-ce qu'à Rotterdam, il y a des grèves? Non, non, et je sais que malheureusement pour nous, c'est très compliqué à gérer à ce niveau-là. Et c'est lié à quoi ça? Pourquoi cette spécificité française? Après cette interview, nous avions convenu avec le syndicat des dockers de les filmer dans leur travail et de leur donner la parole. Mais manifestement, ils ne veulent plus nous parler. Au téléphone, l'un des responsables de la CGT Docker est en train de donner ses consignes. Ah non, mais je croyais qu'on avait la mi-journée ensemble. Le responsable syndical demande à nous parler. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Dites-moi. Donc, vous voulez plus qu'on tourne, vous voulez qu'on arrête le tournage, c'est ça? C'est plus possible d'interviewer un docker. Est-ce le temps passé avec l'armateur ou l'évocation des grèves qui les a fait changer d'avis? On n'a rien privilégié du tout. Moi, j'entends faire un sujet complet, donc ça m'intéressait d'interviewer un armateur et d'interviewer ensuite des dockers. Et donc, grâce à vous, on pouvait tourner au port du Havre. Et voilà, je suis désolé qu'on puisse plus tourner avec vos équipes. Les dockers nous escortent jusqu'à la sortie. Sans leur autorisation, impossible de rester sur les quais. Bon, bah écoutez, je suis désolé. Hein. Je suis pas désolé, moi je voulais pas le faire au départ. On avait tout le temps. On avait tout le temps. Qu'est-ce qui vous a pas plu? Je comprends pas. Votre arrogance, de la manière que vous parlez, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et dès que la caméra s'éloigne, un des dockers devient menaçant. Je ne retiens pas, je vous mets un bouchon. Ah, vous mettez un bouchon, vous mettez un bouchon. Mettre un bouchon, ça veut dire faire taire. Les moyens ne sont pas précisés. La tension est forte, car le mouvement se durcit, à l'appel de la CGT Docker. Sur 120 porte-conteneurs attendus au Havre au mois de janvier, 50 ont préféré annuler leur escale de peur de rester bloqués. Ils se sont déroutés sur d'autres ports européens.